J'avais 15 ans lorsque j'ai connu cette histoire-là. C'est une histoire encore québécoise. C'est une des histoires qui, si vous en parlez à un Québécois, c'est clair qu'il va connaître cette histoire-là. Elle a fait le tour du Québec et encore aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, on connaît encore cette histoire. Aujourd'hui, j'avais envie de me replonger dans la secte de Moïse, donc dans la secte de Roch Thériault. Donc sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans cette folle histoire. Donc, de son vrai nom, Roch Thériault est né le 16 mai 1947 à Rivière-du-Moulin, qui est à Chicoutimi, situé au Saguenay. On sait qu'il est né d'une relation incestueuse entre sa mère et son grand-père, qui est aussi son père. Donc, le père de sa mère a agressé sexuellement sa fille, qui est devenue la mère de... Il est décrit comme quelqu'un de très intelligent, vraiment là, académiquement, il est au-dessus de la moyenne, et ça, on le voit régulièrement, hein, vous le voyez aussi dans les gourous de secte. C'est des gens, la plupart du temps, qui vont être très intelligents, qui vont être futés, qui vont être à l'écoute. Et encore une fois, Roch Thériault, il est très rapide et très jeune, il va se découvrir un talent pour être capable de déceler ce que les gens autour de lui ont besoin, ce que les gens autour de lui manquent, pour ainsi être capable de les manipuler à sa guise. Par contre, bien qu'il soit très intelligent et qu'il ait de très bonnes notes à l'école, il va finir par quitter les bancs d'école pour se focaliser sur l'Ancien Testament. Donc, il va étudier l'Ancien Testament, le lire, le relire et le relire, au point où il va être capable de mentionner plusieurs passages de la Bible comme ça, par cœur. Et tranquillement, il va se convertir à l'Église avant-gardiste du 7e jour. Les adventistes du 7e jour se considèrent comme un mouvement prophétique qui annonce le retour du Christ. C'est une théologie qui se centre sur la personne, la vie et l'enseignement de Jésus-Christ, sa préexistence, son incarnation et sa mort. Roch va commencer à participer à beaucoup d'ateliers justement de cette église-là du 7e jour. Donc, il ne mangera absolument rien qui peut être nocif pour sa santé. Il va rien boire. Vraiment, là, c'est des ateliers là, qui sont centrés sur le spiritisme, sur vraiment là, la vie de Jésus et tout ça. Là. Et c'est vraiment là, à ce moment-là, qu'il va découvrir ses talents de persuasion. Et c'est à partir de là qu'il va commencer justement à en profiter. Roch Thériault va commencer à offrir des ateliers justement pour arrêter de fumer. Donc, beaucoup de personnes vont s'y rendre et grâce à ses paroles et à tout ça, eh bien, il y a beaucoup de gens qui, grâce à lui, vont commencer à arrêter de fumer. Donc, vraiment, au départ, c'était inoffensif. C'est ce que beaucoup de personnes croient. Moi, je ne crois pas. Tout le monde, au départ, pense que ce que Roch Thériault faisait, c'était naïf, c'était pour aider les gens, mais ce genre de personnes-là, ils ne font jamais rien pour hasard. Lorsqu'ils font quelque chose, c'est dans leur propre but personnel. Ces gens-là, ils savent qu'ils sont intelligents, qu'ils sont de bons manipulateurs, qu'ils savent persuader les autres. Ils savent qu'ils ont un certain charme. Ils peuvent utiliser leurs yeux, leurs lèvres, leur personnalité, leur prestance pour conduire les gens dans ses propres pensées. On peut même parler de Charles Manson aussi, c'était la même chose. Il savait qu'il avait la parole facile.
Ces gens-là sont vraiment comme ça. Ils savent qu'ils sont capables de persuader n'importe qui ou presque de faire comme eux le veulent. Personnellement, je suis pas sûre si vraiment ce que Rock faisait, c'était naïf au départ et ça s'est juste envenimé, ou dès le départ, c'était prémédité cette chose-là. Vraiment en juillet 1977 que la secte, le groupe, va se créer. Rock Thériault va rencontrer Gabrielle Lavallée. Gabrielle Lavallée a écrit un livre, autobiographie, si on peut dire, je crois bien, L'Alliance de la brebis, qui raconte son expérience avec Rock Thériault dans la secte. Et justement, ben, c'est elle qui s'est fait couper un bras. Donc, elle raconte vraiment tout ce qui s'est passé. Et c'est justement à cette époque qu'elle va rencontrer Rock Thériault et que beaucoup d'autres personnes vont le rencontrer et vont aussi décider de le suivre. C'était encore une fois un atelier pour cesser de fumer. Ces gens-là qui font partie de l'atelier et qui vont décider de le suivre sont des personnes qui ont déjà une certaine fragilité, oui en effet, mais c'est aussi des personnes qui sont déjà croyants. Donc, Rock, dans ses ateliers, il va inciter les gens à arrêter de fumer, effectivement, mais il va aussi citer beaucoup de chapitres de la Bible. Et justement, ben, ça va inciter les gens qui font partie de l'atelier à le suivre. C'est de cette façon-là qu'il va se faire des adeptes. Et c'est à cette époque où est-ce qu'il voyage en Beauce avec ses adeptes, là. Bon, on va les appeler comme ça, ses adeptes, qui va rencontrer un homme du nom de Léomarc Fauché, qui va justement participer à ces ateliers parce que son beau-frère et sa belle-sœur étaient des gens qui fumaient la cigarette. Et lorsque Léo s'est rendu dans un dépanneur ou un genre de un petit magasin général, eh bien, il voit la gang, la bande de Rock Thériault en train de mettre des affiches comme quoi qu'ils vont faire un atelier pour cesser de fumer. Et là, il va se dire, ben écoute, je vais y aller avec ma femme ainsi que mon beau-frère et ma belle-sœur parce que mon beau-frère et ma belle-sœur veulent cesser de fumer, donc peut-être que ça va les aider. Et c'est lorsqu'il va à cet atelier-là qu'il y a une connexion immédiate qui se fait entre Léo et Rock Thériault. Dans une entrevue que Léo a fait, il mentionne que Rock a cité beaucoup de passages de la Bible du par cœur, donc il avait vraiment l'air concerné par ce qu'il disait. Il était convaincu aussi, et c'est de cette façon-là qu'il a convaincu Léo ainsi que sa femme de rejoindre le mouvement. Donc Rock a demandé à Léo, qui était un homme marié, il possédait des immeubles, appartements, une maison ainsi que plusieurs véhicules. Et c'est là que Léo va aller parler avec Rock et va lui dire qu'il aimerait vivre une expérience spirituelle avec Jésus, avec Dieu. Et c'est là que Rock va dire à Léo, si tu veux vraiment vivre une expérience spirituelle avec Jésus, avec Dieu, c'est important que tu te débarrasses de tout le matériel que tu possèdes. Parce que plus tu possèdes de matériel, moins tu peux entrer en contact avec Jésus, moins tu peux développer ta foi. Et Léo va en parler avec sa femme et finalement, ils vont décider de tout vendre. De vendre tous leurs véhicules, leur immeuble appartement, leur maison, leur bateau, tout pour suivre Rock. Et Léo va donner toute sa fortune à Rock. Et Rock, en fait, lui, dans le dos de ses adeptes, il va payer ses propres dettes. À ce moment-là, au moment où Léo va entrer dans le mouvement comporte 20 adultes et 7 enfants. Et Rock va recevoir un message de Dieu qui mentionne que la fin du monde est à la date du 19 février 1979. Et comme vous le savez, si on est aujourd'hui en 2022 pour se remémorer cette histoire, c'est que Rock s'était complètement gouré. Rock va également décider, avec l'argent, notamment de payer ses dettes, acheter 2 vannes, de la nourriture, de l'essence, des tentes, un autobus aussi. Et ils vont partir pour la Gaspésie, aller faire d'autres ateliers. En même temps, lorsqu'il arrive en Gaspésie, Rock a un rêve où il se voit avec les gens de sa communauté sur une montagne, loin de la civilisation,
Et il va appeler cette montagne-là de ses rêves le mont de l'Éternel. Donc, c'est ce mont-là qui va les sauver de la fin du monde prévue en 1979. Il va en parler à son groupe si ça serait bien, ça serait possible d'aller sur ce mont-là, sur cette montagne-là. Et il fallait que la décision soit unanime. Et la décision a été unanime. Tout le monde, y compris Gabriel et Léo, vont aller sur la montagne de l'Éternel. Et là, c'est en 1978 que le groupe va se rendre en effet au lac sec, à la montagne du mont de l'Éternel. Or, il y a 27 membres qui font partie du groupe et qui se rendent là. Au lac sec, ben, il n'y a absolument rien, donc ils doivent tout construire par eux-mêmes. Ils vont défricher la terre, ils vont bâtir des bâtisses, ils vont vraiment comme se mettre à se créer leur environnement où ils vont vivre. Et là, ce qui est assez spécial, c'est que j'ai vu l'entrevue que Léo-Marc Fauché a fait sur son expérience avec Rock Thériault, et il raconte qu'à un moment, il a rêvé plusieurs fois au même rêve. Et ce rêve-là lui disait de quitter cet endroit. Et là, il réfléchissait, et il en a même parlé avec sa femme. Il finit par en parler à Rock Thériault qui va lui dire, eh bien, écoute, c'est sûrement un signe de Jésus. Donc, si tu dois aller ailleurs, va ailleurs. Donc, pas le forcer à rester au camp. Et Léo-Marc Fauché va s'en aller. Et heureusement qu'il a fait ces rêves-là parce qu'il va éviter le pire. On voit que l'étape numéro 1 vient d'être franchie. On a des adeptes. On les a aussi éloignés. Donc, on a fait un retrait social. L'étape numéro 3 consiste donc à la violence de la personne. Qu'est-ce que c'est? C'est que le gourou, donc l'agresseur, va violenter la personne, donc va violenter la ou les victimes, notamment avec de la violence physique, de la violence verbale, de la manipulation, tout ce qui peut faire en sorte que la victime se sente coincée, se sente prise au piège. Tranquillement, pas vite, les victimes, donc les victimes de Rock Thériault, vont bâtir des bâtisses, des jardins, des clôtures et tout pour qu'ils puissent vivre là-dedans. En même temps, ils doivent travailler très très fort. Ils sont assoiffés, ils sont affamés. Vraiment, ils ont presque rien pour vivre. Et là, ben, les membres du groupe sont maintenant épuisés autant moralement que mentalement, mais aussi physiquement. C'est à ce moment-là qu'on va dépersonnaliser les victimes, donc on va faire changer leur nom. Rock Thériault va décider de s'appeler Moïse et tous les membres du groupe vont prendre des noms qui sont issus de la Bible. Donc, il va y avoir Ruth, et je crois que Ruth, c'est justement Gabriel. Il va y avoir Matthieu, il va y avoir tous les noms qui font partie de la Bible. En même temps, Rock va décider de prendre tous les effets personnels de ses victimes, donc de ses adeptes, le passeport, la carte d'assurance maladie, le permis de conduire, tout ça, il va les prendre et il va les brûler. Il va aussi commencer à coucher avec toutes les femmes du groupe, qui sont justement 12 femmes. Donc, Rock va avoir le droit de coucher avec 12 femmes, tandis que les maris vont passer en dernier. Et certains ne pourront même plus avoir de relations sexuelles avec leurs propres femmes. Justement, Rock Thériault va se mettre à avoir beaucoup d'enfants. Et dans une entrevue que Gabriel Lavallée a fait, ce n'était pas pour l'argent, donc ce n'était pas pour les allocations de famille, c'était pour que sa lignée puisse perdurer même après sa mort. Donc, plus il avait d'enfants, plus il y avait de chances que, ben, justement, la population grandisse, mais que aussi, après sa mort, ben, la lignée continue. Donc, ça aurait sûrement fini en lignée d'inceste. En février 1979, pif paf pouf, aucune fin du monde à l'horizon. Pourtant, les gens du groupe vont quand même rester avec lui. En effet, on se demande pourquoi il reste avec lui alors que ce qu'il avait prédit ne s'est pas passé. Eh bien, déjà parce que Rock Thériault s'était préparé d'avance. Donc, il a dépersonnalisé ses adeptes. Il a fait en sorte que ses adeptes n'aient plus rien, n'aient plus de vie sociale, qu'ils soient en retrait complètement. Donc, c'est là que je parlais tantôt. Les victimes se sentent prises au piège d'une façon, et de l'autre façon, il a volé une partie de leur cœur. Il était charmant, il était beau, mais il y avait aussi beaucoup de peur là-dedans. C'était vraiment un modelage de cerveau, là. Il a vraiment fait un lavage de cerveau à ses adeptes. C'est pour ça qu'ils sont restés. À un moment,
Moïse, donc Rock Thériault, va castrer un homme du nom de Jean parce qu'il a menacé de quitter la secte. Il y a un bébé de la secte qui pleurait sans cesse et Rock a soupçonné qu'il avait des douleurs au ventre, donc il va décider d'opérer cet enfant-là de 3 ans qui s'appelait Mathieu. Et quelques jours après, bébé va décéder. Rock va décider d'aller dans la montagne et de brûler le corps de l'enfant. En 1981, Rock Thériault va être arrêté et condamné pour négligence criminelle sur Mathieu. En 1984, soit environ 3 ans plus tard, il va ressortir de prison et il va décider avec sa secte de quitter le Québec, sûrement à cause de ce qu'il a fait. Il va se rendre à Burnt River en Ontario dans une ferme avec tous ses disciples. Et là, à partir de là, il va devenir de plus en plus paranoïaque. Il va boire énormément d'alcool, alors qu'au départ, il disait qu'il ne fallait pas boire d'alcool, qu'il fallait préserver son corps pour le retour du Christ. Il va se mettre à battre les membres du groupe, à faire des humiliations publiques, en urinant et en déféquant sur ses membres du groupe. Marc, je veux que tu te mettes debout devant ta mère. Ta mère, tu vois, a été méchante. Et tu sais ce qu'on leur fait aux gens méchants. Je veux que tu punisses ta mère. C'est un ordre. C'est un ordre. Encore. Plus fort. Plus fort. Et il va même brûler leurs mains ou encore une partie de leur visage sur les ronds du poêle pour justement, encore une fois, les punir. Le 1er mai 1984, Rock Thériault va pratiquer une autre opération sur une de ses femmes du nom de Solange Boilard. Elle se plaignait depuis quelque temps qu'elle avait mal au ventre et il croyait que c'était parce qu'elle avait de la difficulté à déféquer. Elle avait mal au ventre depuis un certain temps. Alors il m'a fait préparer une solution de mélasse et d'eau pour elle. Il y avait une poire en caoutchouc faite pour les lavements. Il a mis le tube en dedans d'elle. Après ça, il a pris un couteau et il lui a ouvert le ventre et elle n'a pas crié. Pas une fois. Elle est morte. L'été 1989, c'est là qu'il va couper un doigt de Gabrielle Lavallée. Il va lui planter un couteau dans la main. Elle va être prise au piège avec ce couteau dans la main et quelques heures plus tard, Rock Thériault va décider de lui couper le bras tout simplement, à froid. Il va ensuite prendre la fuite. Gabrielle, elle a réussi à s'évader et elle est maintenant dans un centre de soins. La police ontarienne va donc se mettre à le chercher et c'est le 18 janvier 1993 que Rock va être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et justement, cette même année, c'est Gabrielle Lavallée qui va publier un roman, une autobiographie de ces événements, qui s'appelle L'Alliance de la brebis. Si vous voulez vous le procurer, je vais mettre le lien dans la barre d'informations. Donc, vous pourrez aller l'acheter et avoir beaucoup plus de détails que dans cette vidéo. C'est le 26 février 2011, au petit matin, que Rock Thériault va être retrouvé mort dans sa cellule, dans son propre bain de sang. Il a été assassiné dans sa prison de Dorchester par un co-détenu du nom de Matthew Gérard McDonald, âgé de 60 ans. Il sera condamné, donc Matthew, à une sentence de 25 ans pour meurtre. La rumeur voulait que ce soit un meurtre prémédité. On sait que tous les gourous de secte, ils savent convaincre, ils savent
parler, ils ont la parole facile, ils savent manipuler et derrière leurs bonnes intentions se cache quelque chose, se cache un sadisme, se cache une personnalité très narcissique, une personnalité qui veut gouverner, qui est un leader et qui ne veut pas être gouverné. Ils ont la plupart du temps une certaine beauté, un certain charme qui va être capable, en mesure de convaincre beaucoup de personnes de les suivre. On peut parler de Charles Manson, de Moïse, de Jonestown. On peut parler de beaucoup de cas de sectes quand même. Et ils ont tous une chose en commun, mis à part leur personnalité et leur leadership, c'est qu'ils vont toujours mélanger leur but personnel à la religion. Et dans ce cas-ci, Moïse, donc Roque Thériault, a commencé par parler de religion, du retour du Christ, pour ensuite arriver à ses propres fins. Et personnellement, dans aucun cas de secte, je crois que tous ces cas-là étaient prémédités. C'était quelque chose, je suis persuadée, dites-moi ce que vous en pensez vous, je suis persuadée que dans tous ces cas-là, ils sont arrivés à leur fin, ils ont réussi à avoir des adeptes, à avoir des victimes, à avoir ce qu'ils voulaient, autant sexuellement, monétairement, physiquement, mentalement aussi, là. Ils ont en fait la capacité de trouver le point faible de leur victime parfaite pour justement leur mettre dans la tête que eux, ils vont réussir à combler le vide de ces personnes-là ou encore à les aider à progresser ou à prospérer. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des étapes qui vont commencer à faire, que j'ai remarqué dans beaucoup de choses, pour justement être capable d'arriver à leur fin. Donc, la première étape, c'est tout simplement de trouver des adeptes. Ça peut être n'importe qui, ça peut être autant moi que vous. Vous allez même pas vous en rendre compte, ça peut être un ami. Vraiment, là, c'est pas nécessairement des personnes qui sont naïves, qui sont faibles, qui sont fragiles. En effet, il faut quand même une certaine fragilité pour être capable d'entrer dans un mouvement, dans une secte, sans même se rendre compte que c'est une secte ou qu'il y a quelque chose qui cloche, mais ça peut arriver à tout le monde. Ensuite, il va y avoir le retrait social. On peut là encore parler comme Jonestown. Jonestown, après s'être trouvé des fidèles, ils vont partir sur une île déserte à Jonestown et c'est là qu'ils vont défricher, qu'ils vont bâtir, qu'ils vont vivre des sévices pour finalement que ça finisse en suicide collectif. Ensuite, il va y avoir la violence de la personne. Un coup qu'il a ses adeptes, un coup que le gourou a trouvé une place pour retirer socialement ses adeptes, eh bien, il va commencer à les maltraiter, autant physiquement, moralement, mentalement, physiquement, ainsi que sexuellement. Il va voler les femmes, il va faire en sorte que ce soit juste lui qui puisse avoir autant de femmes, il va assoiffer ses victimes, il va les affamer, il va même les épuiser, autant hommes, femmes que enfants, pour que tout le monde soit justement plus facilement manipulable. Il y en a beaucoup aussi qui vont y aller avec les drogues. On peut parler de Charles Manson qui droguait ses disciples. Il faisait semblant lui aussi également d'être drogué alors que pas du tout. C'était simplement ses adeptes qu'il droguait pour pouvoir faire ce qu'il voulait de eux. Et là, encore une fois, ils se sont ramassés sur une ferme dans le désert, je crois bien, là, si mes souvenirs sont bons. Donc, lui aussi, il a fait du retrait social. Et là, ensuite, on a l'endoctrinement. Ces victimes sont épuisées tout simplement. Ça va être encore plus facile de mettre dans leur cerveau tes propres pensées. Donc, si toi, tu dis que c'est bien, c'est bien. Si toi, tu dis que c'est mal, eh bien, tes disciples vont penser que c'est mal. Donc, ils vont tout faire pour toi. C'est comme ça que ça fonctionne une secte. Là, les règles vont s'établir vraiment par essai-erreur. Il faut dire qu'avec un gourou, c'est assez difficile de savoir si ce qu'on fait est bien ou si ce qu'on fait est mal. Donc, si le gourou dit que c'est bien, c'est bien. Si le gourou dit que c'est mal, c'est mal. Mais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal selon lui, encore une fois? Ce n'est pas selon les règles sociales qu'on s'est imposées depuis notre naissance. Là, c'est des nouvelles règles qu'il faut apprendre. Et souvent, ça tombe que les disciples vont être persécutés, vont être humiliés, vont être battus au moindre faux pas. C'est justement avec ces gestes-là que le gourou va faire que là, les règles vont être établies. Parce que le gourou n'arrivera jamais pour dire ça c'est bien, ça c'est mal. On y va avec essai-erreur, tout simplement. Puis, la dernière étape, si le gourou sent qu'il va se faire prendre,
eh bien, ça peut mener à un suicide collectif comme Jonestown qui a fait environ 1000 morts, donc ce qui est quand même énorme. Et sinon, ben, la secte perdure encore et encore pendant des années. Et là, il faut savoir qu'il y a deux sortes de sectes. Il y a les sectes exogames et les sectes endogames. Les sectes exogames sont hors famille, comme Charles Manson, Moïse ou Jonestown. Et les sectes endogames sont dans la famille. Donc, on peut parler de la secte familiale qu'il y a eu en Australie. On peut aussi parler de la famille Turpin. La famille Turpin qui était une secte endogame, donc dans les membres de la famille. Que ce soit une secte endogame ou encore une secte exogame, les gourous sont à peu près les mêmes avec quelques différences. Un gourou qui dirige une secte exogame a beaucoup de facilité à communiquer. Il est très intelligent, il sait parler. C'est vraiment ce qui fait son charme. Tandis que une secte endogame qui est dirigée par un gourou qui est souvent le père, ça peut aussi être la mère, hein? Ça peut être aussi la mère autant que le père. La plupart du temps, comme qu'on l'a vu dans la famille Turpin, c'est le père qui était le gourou. Et la différence, c'est que dans la famille Turpin, le père de famille, il avait beaucoup de difficultés socialement. Il était déjà en retrait socialement. Ses collègues le décrivaient comme quelqu'un d'assez solitaire, quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à s'exprimer. Donc, c'est pas mal ce qui fait la différence. Et il faut se le dire, une secte endogame, c'est beaucoup plus facile à gérer qu'une secte exogame. Il y a beaucoup moins de chances qu'une secte endogame soit découverte au jour qu'une secte exogame. Pourquoi? Parce que une secte endogame, c'est dans la famille. Donc, c'est entre les membres de la famille. On vit déjà tous ensemble, le père, la mère, ainsi que les enfants. Donc, ce qui se passe dans la famille, ben, reste dans la famille. Et une secte exogame, ben, c'est des membres qui, déjà là, ne font pas partie de la famille. C'est pas les enfants, c'est pas la femme, c'est pas le cousin, la cousine, l'oncle, la tante. C'est des gens inconnus, ça peut être des amis, ça peut être... C'est vaste, c'est très vaste. Donc, c'est beaucoup plus difficile à gérer une secte exogame qu'une secte endogame. Bref, c'est tout pour moi. J'espère vous avoir un peu aidé à comprendre les sortes de sectes, à comprendre un peu la psychologie des gourous et à vous donner plus de détails peut-être ou encore d'informations sur la secte de Moïse, alias Rock-Terrio. Sur ce, je vous laisse dans votre soirée, dans votre journée. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez grand soin de vous ainsi que de ceux qui vous entourent. Bisous et ciao ciao! The lights go out, the dark